la radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Paru chez Edipro, le livre Business Model Création est le livre qu'attendaient depuis longtemps tous ceux qui ont envie de se lancer et d'entreprendre. Un guide très pratique qui vous permettra de passer de l'idée à la réalisation. J'ai rencontré son auteur Sophie Raquet et je lui ai demandé, mais est-ce que tout le monde dans le fond peut être créateur d'entreprise ? Je pense que effectivement tout le monde peut créer son entreprise et acquérir ses compétences si nécessaire. Donc voilà, je pense que ce qui pourrait être le point de départ, c'est une bonne idée, et aussi une motivation, une envie d'entreprendre. Et puis on peut toujours être conseillé. Donc dans le livre, j'explique qu'on peut avoir différents points de départ pour entreprendre. Ça peut être un consommateur qui crée l'objet ou le service qui lui manque. Il devrait être accompagné peut-être pour fabriquer ce produit ou ce service, développer son site web. Ça peut aussi être quelqu'un qui a une expertise dans un domaine donné et qui a envie de devenir son propre patron. Donc tout ça est effectivement possible. Alors, votre livre s'adresse à ceux qui ont déjà une idée ou bien ceux qui disent « Oh, j'ai envie de créer quelque chose, mais je ne sais pas trop bien quoi ». Le livre peut s'adresser, je dirais, à tout le monde. Maintenant, si on a une idée, c'est bien, c'est peut-être mieux. Il y a aussi des pistes dans le livre pour comment trouver des idées. Donc ça, c'est possible aussi. Et ça peut aussi s'adresser à une entreprise déjà existante qui a envie de renouveler sa gamme de produits ou de services et qui veut développer quelque chose de nouveau. Donc je dirais c'est assez polyvalent, mais effectivement, si on n'a vraiment pas d'idée, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Quoi. Ouais. Est-ce que le fait de créer son entreprise, c'est pas une mode, dans le fond ? Et que peut-être dans 20 ans, elle ne sera plus là, et les gens n'auront peut-être plus envie de créer une entreprise, mais simplement de travailler de 9h jusqu'à 17h ? La création d'entreprise, en fait, c'est un nouveau mode de vie. Et donc, effectivement, on est son propre patron. On a des clients qui nous disent quoi faire, mais on n'a plus de patron qui nous dit de quoi faire ou ne pas faire. Donc c'est assez chouette en fait d'être indépendant. Et donc je pense que c'est quand même une tendance durable. Le 8-5 d'antan avec toujours le même job, le même patron pour toute sa vie. Je pense que les gens en reviennent et ont envie de faire autre chose. Ils ont envie d'entreprendre dans ce qui les motive en tout cas. Mais alors c'est une autre façon de travailler. On ne travaille plus ensemble en fait. On n'est plus dans une grosse entreprise avec 300 employés. On est tout seul, peut-être un petit peu isolé aussi, non ? Quand on crée une entreprise soi-même. C'est vrai qu'on peut parfois être isolé et donc moi je conseille toujours à mes porteurs de projets de ne pas rester chez eux parce que sinon on est en mode cocooning. On ronronne, on a l'impression d'être libre, mais finalement, on se démotive soi-même. Et donc, tous les, je dirais, 2-3 jours, on a besoin de prendre un bol d'énergie. On n'a pas de collègues, mais on peut aller faire du networking. On peut sortir dans la rue et voir ce qui s'y passe. On peut aller aussi dans un coworking et rencontrer aussi des entrepreneurs pour reprendre un petit peu d'énergie, je dirais. Et est-ce qu'on est encouragé en Belgique ? On sait que dans certains pays, comme aux États-Unis ou les pays anglophones, on est vraiment encouragé à être entrepreneur. Est-ce qu'en Belgique, il y a cette mentalité ? Est-ce qu'on est bien vu par son voisin si on dit qu'on veut être indépendant ? Est-ce qu'on est bien vu par sa famille si on dit qu'on veut être indépendant ? Est-ce qu'il y a cette mentalité d'entreprendre en Belgique ? Alors, je pense qu'il y a cette mentalité d'entreprendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a plein de structures d'accompagnement d'entreprise. Il y a toujours une différence avec les États-Unis, c'est sur la prise de risque. Parce qu'aux États-Unis, si on est en échec, quelque part, c'est presque bien vu parce qu'on va rebondir, on va accumuler de l'expérience. Il y a toujours, chez l'entrepreneur, je pense, cette peur d'échec. Qu'en dira-t-on si ça marche pas, si je fais faillite ? Donc ça, c'est quand même une différence culturelle. Mais moi, je dirais, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai plutôt eu des compliments et des remarques d'admiration. Les gens ont trouvé ça super chouette. Donc voilà, c'est quand même globalement positif de nos jours. On peut définir ce que c'est. Vous parlez d'un business model dans votre livre. C'est quoi exactement un business model ? Alors le business model, c'est la manière dont l'entreprise va gagner sa vie. Donc c'est expliquer comment vont rentrer les flux d'argent, qui finalement va payer pour financer le produit ou le service. Donc c'est pas forcément le consommateur final qui va financer le service. Ça peut être un sponsor, ça peut être un publicitaire ou des tiers qui ont intérêt à faire en sorte que le produit ou le service existe.
Alors, on sait qu'il y a beaucoup de structures qui aident les entreprises. Moi, j'ai un peu l'impression que votre livre, c'est une grosse concurrence pour ces structures, parce que vous expliquez quasiment pas par pas, hein, comme vous le disiez, par exemple, quel est le profil, hein, on peut être consommateur, expert, propriétaire. On achète votre livre, donc paru chez EdiPro, et on n'a pas besoin on n'a pas besoin des structures qui existent pour aider à créer son entreprise, dans le fond. Le livre est voulu facile, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples, des exemples presque terre à terre pour que monsieur et madame tout le monde puisse comprendre, donc pas des gens qui ont forcément un profil économique. Donc c'est vrai que c'était une de mes volontés d'en faire un guide vraiment pratique pour que les gens et les lecteurs aient tous les atouts en main pour se débrouiller seuls. Maintenant, être tout seul, c'est peut-être quand même embêtant parce qu'on n'a personne qui a un regard extérieur à l'entreprise. On dit que souvent le porteur de projet tombe amoureux de son projet et il se met lui-même des œillères. Il voit pas les pièges dans lesquels il peut tomber. Et donc c'est toujours bien de discuter avec d'autres personnes de son projet. Souvent le porteur de projet il veut pas discuter de son projet parce qu'il a peur qu'on lui dise que c'est pas bien, mais aussi il a une peur de communiquer sa super idée et il a peur qu'on lui pique. Donc, oui, c'est vraiment, par exemple, les personnes qui viennent, qui décident de faire, je ne sais pas, je vais pas citer d'exemples. C'est vrai qu'il y a cette peur de se dire, mais si j'en parle à tout le monde, on va me piquer mon idée. C'est quelque chose qui est vrai, ça. Si demain vous me dites, tiens, voilà, moi je vais créer un nouveau ballon de football, moi je vais prendre des notes et puis je vais vous piquer l'idée. C'est vraiment réaliste. On vole vraiment des idées. Voilà, ça arrive. Il y a malheureusement autour de nous des personnes délicates, et donc ça peut arriver qu'on vole une idée. Maintenant, quand moi j'ai commencé mon métier, au départ je conseillais les inventeurs. Maintenant je fais les inventeurs, les starters. Et mon a priori c'était que plus une idée était cachée, donc moins la personne avait envie d'en parler, et plus cette idée devait être extraordinaire et bonne. Et dans les faits, les meilleures idées sont celles dont on parle le plus spontanément. Mais on peut protéger son idée. Je veux dire, si on vient chez vous avec une idée de créer son entreprise, est-ce qu'il faut déjà être passé par un notaire ou par un avocat pour protéger l'idée, avant même qu'il y ait les premiers prototypes qui soient réalisés? C'est préférable, oui. Donc avant de discuter, notamment avec des sous-traitants, le sous-traitant peut être considéré comme l'inventeur puisqu'il va améliorer la solution qu'on lui propose. Et donc c'est important, avant d'aller voir un sous-traitant notamment, de faire un premier enregistrement de son idée. Donc nous, on propose les copyrights et ça donne un certificat avec une date certaine pour protéger son idée avant de la montrer à quelqu'un d'autre. Voilà. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour créer son entreprise? Par exemple, si on est jeune, est-ce qu'on aura plus de chances de réussir que si on a plus de 50 ans? Il y a deux écoles, je dirais. Il y a une école qui est celle que moi j'ai suivie en se disant on attend d'avoir quand même quelques années d'expérience professionnelle et un réseau professionnel sur lequel s'appuyer pour créer son entreprise. C'est parfois donc dans la trentaine, les gens se disent c'est le moment de créer mon entreprise. C'est pas toujours le meilleur moment parce qu'on a un prêt hypothécaire sur le dos, on a des enfants, on peut pas bouger à l'étranger, etc. Il y a une nouvelle école qui dit créez votre entreprise dès que vous êtes sorti des études parce que vous n'avez pas encore d'engagement de famille, engagement financier. Donc l'inconvénient c'est qu'on n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle, mais par contre on est beaucoup plus libre d'attache pour prendre des risques. Donc, les personnes qui ont une expérience professionnelle, quel que soit le domaine, dans le bâtiment ou qui sont artisans, on peut leur suggérer de créer leur entreprise puisqu'ils savent déjà comment il faut faire. Voilà, moi je pense que c'est une bonne idée si on a une expertise de voler de ses propres ailes et de devenir indépendant ou de créer une entreprise, pourquoi pas, oui. Pourquoi il y a autant de commerces qui sont fermés? Parce que c'est vrai que quand on se balade dans les villes, comme Liège ou Anse, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de commerces qui sont fermés. On se dit, mais on pousse tout le monde à être indépendant, entrepreneur, et puis tous les commerces y ferment. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème dans le fond? La difficulté des commerces, en fait, c'est que c'est le temps d'attente entre l'ouverture et vraiment la rentabilité avec beaucoup de clients. Et souvent, j'ai remarqué qu'il faut au moins un an avant d'être vraiment connu, que les gens sachent que le commerce existe. Et parfois, même souvent, les commerçants n'ont pas les fonds pour attendre cette vague de bons clients pendant un an. Donc c'est souvent une sous-capitalisation de départ qui fait que malheureusement le commerce n'a pas les capacités financières de tenir aussi longtemps avant d'être vraiment connu. C'est un peu le cas de toutes les entreprises. On ne fait pas fortune ou on n'a pas la masse de clients dans la première année. Il faut parfois attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour les projets innovants. Et donc il faut bien avoir préparé son projet
pour savoir comment financer ce temps-là. Une des façons de le faire, c'est de garder un job, ne fût-ce qu'un job à mi-temps, voilà, pour avoir un petit bas de laine et sécuriser sa famille pendant le temps de démarrage. Est-ce qu'on peut encore, comme jadis, on pense à des exemples comme McDonald's, Coca-Cola ou Ford, donc qui ont commencé vraiment tout petit et qui aujourd'hui sont des compagnies internationales. Est-ce qu'on peut envisager que ça se reproduise encore, que voilà, la personne commence avec un petit magasin, une petite épicerie du coin qui un jour pourrait devenir une grande entreprise comme Delhaize ou Carrefour? C'est possible ça, ou il faut se dire non, on crée son entreprise, elle se développera un petit peu mais pas autant que ces entreprises-là, parce que c'est peut-être plus la même période aussi, la même époque. C'est un petit peu la vision de départ. Est-ce que dans les faits on a envie de créer une toute petite chose, ou est-ce qu'on a déjà une ambition internationale? Donc ça dépend aussi de la volonté du porteur de projet. Est-ce qu'on est en mode indépendant, je dirais, on ne crée pas d'entreprise et on se contente de ça, ou est-ce qu'on est en mode start-up, on cherche des investisseurs, on fait des tours de table et on essaye de grandir vite? Donc ça dépend un petit peu de la volonté du porteur de projet. Ça dépend aussi peut-être du secteur d'activité. J'étais hier dans une start-up ici au Sarthe-le-Mans. Leur volonté, c'est d'avoir des investisseurs et de grandir rapidement. Ce sera peut-être pas le cas de quelqu'un qui se dit moi je vais bien fonctionner tout seul et j'ai pas besoin d'employés. Voilà. Donc vous n'allez pas regarder d'un œil bizarre des gens qui viendraient en disant voilà, moi je vais vendre tel produit, dans 10 ans je vais être une multinationale. Vous trouverez ça normal, vous allez aider? Voilà, moi je trouve ça normal. Tout est possible. Voilà. Et il y a parfois des belles aventures. Dans mon livre, je parle du pain quotidien. Voilà, c'est une chaîne internationale, mais au départ, c'était un tout petit commerce à Bruxelles. Et les choix d'aménagement du premier commerce de cette boulangerie, c'était aller au marché aux puces et chercher des meubles qui pouvaient correspondre. Et c'est chouette parce que finalement, le style de ces meubles trouvés un peu par hasard au marché aux puces ont fait le caractère de cette enseigne internationale. Voilà. Donc, autant faire des choix qui, au cas où, peuvent convenir si on devient une multinationale, quoi. Alors, dans votre livre, on trouve les conseils pour entreprendre, mais il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent, qui se disent on aimerait bien entreprendre. Alors, on fait comment? Est-ce qu'on fait d'abord un petit projet sur papier, ou bien est-ce qu'on en parle autour de soi? Comment ça fonctionne? La personne qui dit dans le fond, moi, je sais fabriquer des confitures, je vais concurrencer Materne, par exemple. Je ne sais peut-être pas citer de nom. Voilà, comment on démarre? Est-ce qu'il faut faire un business plan en disant voilà comment on va faire, voilà ce qu'on va mettre dans les confitures, ou bien on va directement trouver un prêt à la banque pour dire voilà, il me faut 10 000 euros pour commencer à vendre, et on vend sur les marchés? Comment ça fonctionne, quelqu'un qui veut se lancer? Moi, je dirais le premier réflexe, c'est de faire cette protection. Donc, écrire son projet si c'est possible, faire un petit schéma technique si c'est nécessaire. On va trouver quoi justement dans ces éléments-là? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre voilà ce que je veux faire et comment je veux le faire. Il faut expliquer voilà qu'est-ce que c'est le projet, comment ça pourrait s'appeler. Est-ce qu'on a déjà une idée de nom commercial? Peut-être d'où est venue l'idée? Pour bien montrer que c'est votre idée et pas une idée qu'on a vue sur Internet et qu'on va recopier en changeant l'un ou l'autre élément. Donc vraiment la motivation du porteur de projet. Déposer un copyright, donc faire une première protection pour qu'il y ait une date sur ce projet. On dépose où en fait le projet? Alors nous on utilise un site qui s'appelle BEIP, donc c'est le Bureau Benelux des marques et modèles, et on recommande le système e-dépôt, qui sont des enveloppes électroniques qui coûtent pas très cher mais qui vont donner une date. Et c'est un office international, donc s'il y avait un litige, il serait reconnu partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis après, peut-être peaufiner son travail. Le livre Business Model Création est là, mais il y a aussi des structures d'accompagnement. Essayer de préparer son business model et commencer, puisqu'on est protégé, on a une première protection, à rencontrer peut-être un sous-traitant qui va nous dire combien ça va coûter à fabriquer, ou mettre en place un site internet marchand. Faire goûter aussi, parce que c'est de la confiture ou d'autres produits, oui, voilà. Faire goûter, améliorer sa recette, voilà, et avoir des feedbacks de clients, et se dire que si on a déjà des premiers clients, je dirais même des goûteurs bénévoles, dans le cas de cette confiture, ça veut dire que si on devait vendre cette recette, par exemple à une entreprise distributrice, on peut s'appuyer sur cette base de premiers clients pour dire il y a déjà quelque chose qui fonctionne, quoi. Vous êtes édité chez Edipro. Oui. Pourquoi vous avez choisi Edipro, ou bien c'est plutôt Edipro qui vous a choisi?
Alors, j'ai rencontré Luca Venanzi dans un salon. On était exposants l'un à côté de l'autre. Et je me suis dit, ça a l'air vraiment chouette parce qu'il est vraiment spécialisé dans tout ce qui est guide business. Donc, ça correspondait bien à ce que je voulais faire. Mon premier livre, c'est Innovation créative. Donc, c'est un livre qui explique comment innover à partir des 4 P du marketing. Donc, très, très simplement pour se différencier de la concurrence. Et j'avais envie de publier un livre, j'adore écrire, et je me suis dit, est-ce que j'ose aller lui parler de mon projet ? Et je me suis dit, oui, je prends mon courage à deux mains, je vais lui en parler. Et tout de suite, la réaction a été très positive. Ils m'ont demandé d'envoyer mon plan, qu'il a approuvé, et puis je me suis mise en rédaction. Pour le deuxième livre, c'est un peu la même chose. Et donc, c'est aussi un conseil que je donne dans le livre, c'est oser entreprendre, parce que parfois, c'est juste une petite question que vous allez oser poser qui va changer toute votre vie. Voilà. Et ne pas s'arrêter sur un non, parce que des noms, dans le fond, on en aura beaucoup. Des réponses négatives. Oui, voilà, c'est ça. Je donne toujours dans mes cours, je donne l'exemple de Walt Disney. Quand il a voulu financer son parc d'attractions, il a consulté plus de 300 banques avant d'en avoir une qui finance son projet. Et donc, s'il s'était arrêté au 3e nom ou au 10e nom, on ne connaîtrait pas ces chouettes parcs d'attractions. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont là parce que les gens ont cru en leur idée et ils se sont dit que c'était possible, quoi. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement à ceux qui ont envie de se lancer et qui pourraient leur donner la pêche et la confiance dont ils ont besoin ? Peut-être pas rester seul avec son projet, parce que je vois des gens qui tournent en rond longtemps avec leur projet et qui n'osent pas en parler. Donc si vous avez quand même l'une ou l'autre personne de confiance, c'est bien. Le conjoint n'est pas toujours la bonne personne parce que lui, il voit la prise de risque potentielle. Et donc, ça pourrait être quelqu'un qui va justement vous freiner. Donc, le conjoint n'est pas toujours la bonne personne, sauf si vous tombez bien. Je dirais, une manière de mettre son conjoint dans le coup, c'est de voir un petit peu quelles sont ses compétences. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une bonne rédaction ? Est-ce que c'est quelqu'un qui se débrouille sur Internet, etc. Et peut-être de lui confier une petite tâche dans votre projet. Comme ça, il reste au courant de ce que vous faites et il n'a pas l'impression que c'est un projet sans lui, même s'il va peut-être pas être la cheville ouvrière à côté de vous. Donc ça, c'est vraiment important. Et aussi de se dire que oser à un moment donné, moi, quand j'ai créé mon nom, j'ai créé ma carte de visite, etc., on a l'impression que c'est un peu comme un imposteur qui a créé un rôle de théâtre. Et puis les gens, vous distribuez cette nouvelle carte de visite et les gens commencent à vous appeler avec le nom de votre création, votre entreprise. Et du coup, ça commence à être vrai. C'est plus juste vous qui l'avez créé, mais ça commence à exister en dehors de vous. Donc ça, c'est peut-être une première étape. Faites-vous une carte de visite et commencez à la distribuer. Voilà, voyez un petit peu les réactions. Ça y est, c'est fini.